Donc, je vais parler aujourd'hui des nanoparticules, donc des nanoparticules synthétiques qui sont produites pour différentes applications aujourd'hui dans le cadre du développement de la nanotechnologie. Et je voudrais montrer quels peuvent être les effets de ces particules dans l'environnement et en particulier dans l'environnement aquatique. Donc, tout d'abord, il faut savoir de quelles particules est-ce qu'on parle quand on parle de ces nanoparticules manufacturées ou nanoparticules synthétiques. Donc, on comprend comme nanoparticules celles qui ont une taille de moins de 100 nanomètres, au moins dans une dimension. Et ces particules sont donc utilisées pour leurs nouvelles propriétés qui sont en relation avec cette petite taille. Donc, si on compare la taille de ces nanoparticules sur une échelle de taille qui va jusqu'à 1 mm, à 1 mm, on aurait les puces d'eau, les daphnies. Ici, on aurait des algues unicellulaires de l'ordre de quelques micromètres, les bactéries de l'ordre de 1 micromètre. Et donc, en dessous, on a la taille soit des colloïdes, quand on parle des particules naturelles, soit des macromolécules. Et ces nanoparticules synthétiques ont donc une taille qui est dans cet ordre de grandeur de quelques nanomètres jusqu'à 100 nanomètres. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse maintenant à ces nanoparticules aujourd'hui ? On pense qu'il y a on sait qu'il y a des nouvelles propriétés physiques, chimiques et mécaniques dans ces petites tailles qui sont liées donc d'une part à la très petite taille, d'autre part aux très grandes surfaces spécifiques qu'on a pour ces petites tailles de particules. Et la réactivité est donc liée à ces propriétés de taille et de surface spécifiques. Et on a aussi vu qu'il y a des réactivités spéciales sur ces petites nanoparticules. Il y a beaucoup de recherches et de développement dans différents domaines pour l'utilisation de ces nanoparticules, en particulier en optique, en électronique. On essaye de les utiliser dans la médecine pour introduire des médicaments, par exemple, avec des nanoparticules. On les utilise en biotechnologie et il y a beaucoup de développement de nouveaux matériaux qui sont basés sur ces nanoparticules. Pour les méthodes analytiques aussi, il y a des exemples. J'ai vu des exemples ici dans le laboratoire où on peut utiliser les nanoparticules pour détecter détecter des métaux en traces et autres. Et il y a beaucoup d'applications commerciales. Donc ces nanoparticules, quelques exemples des nanomatériaux qui sont utilisés. On utilise d'une part des oxydes de différents métaux. On connaît en particulier les oxydes de titane qui sont beaucoup utilisés sous forme de nanoparticules. Mais aussi les oxydes de silice peuvent être utilisés, les oxydes de zinc. Les oxydes de fer, évidemment, sont des nanoparticules intéressantes. Et l'oxyde de cérium, nous travaillons dans notre laboratoire, entre autres, avec l'oxyde de cérium qui est utilisé, par exemple, comme additif dans le diesel et aussi pour des méthodes catalytiques dans l'industrie. Ensuite, nous avons les nanoparticules métalliques où on utilise vraiment le métal élémentaire. Et ici, c'est en particulier les nanoparticules d'argent. Je vais parler plus sur les nanoparticules d'argent parce que c'est celles avec lesquelles nous avons travaillé le plus dans notre laboratoire. Les nanoparticules d'argent sont utilisées comme biocides dans toutes sortes de produits, dans les textiles, dans des enduits, dans des peintures, dans des emballages. Il y a vraiment beaucoup d'utilisations qui sont faites déjà aujourd'hui. Et on peut aussi avoir des nanoparticules d'or, des nanoparticules de fer, de cuivre, de platine sous forme élémentaire. Ensuite, on a ces nanoparticules qu'on appelle aussi boîtes quantiques, qui sont des petits semi-conducteurs, comme du séléniure de cadmium. Donc ici, qui sont des très petites particules avec des propriétés comme semi-conducteurs. Et ensuite, une part aussi importante dont je parlerai peu ici, ce sont les nanoparticules qui sont basées sur le carbone.
les nanotubes et les fullerènes. Donc ici, ces nanotubes avec des structures où on a des structures des feuilles de graphène qui ne consistent donc que de carbone. Le nombre de produits où ces nanoparticules sont utilisées a énormément augmenté ces dernières années. Et ici, j'ai le nombre de produits en fonction des années, d'après ce site Internet sur lequel je me suis basée pour voir ce nombre pour ce nombre de produits. Et on voit que depuis 2005, le nombre de produits qui sont enregistrés comme contenant des nanoparticules a énormément augmenté. Et ce sont donc tous ces produits, aussi bien produits d'emballage, textiles, même des machines à laver. On a parlé d'une machine à laver où on utiliserait des nanoparticules d'argent, des enduits et des produits pour les plantes, produits phytosanitaires. Les nanoparticules les plus fréquemment utilisées dans les produits de consommation, si on se base donc sur ce nombre de produits, on trouve que les nanoparticules d'argent sont déjà utilisées dans un très grand nombre de produits et sont donc déjà beaucoup utilisées. Ensuite, on a ces nanoparticules basées sur le carbone, en particulier pour les nanotubes de carbone pour certains matériaux. Les oxydes de titane, les oxydes de silice et aussi les oxydes de zinc, par exemple aussi dans des produits cosmétiques, et les nanoparticules d'or. Il y a aussi l'utilisation des nanoparticules dans la technologie environnementale, doit aussi être mentionnée. Il y a un certain nombre d'utilisations qui sont pour remédier aux effets de polluants, par exemple, pour la remédiation et l'élimination de certains polluants, en particulier les oxydes de titane, pour la surveillance des polluants, pour les senseurs ou capteurs. Il y a des membranes et filtres pour l'épuration de l'eau, pour l'épuration des eaux usées, qui sont basés sur l'utilisation des nanoparticules. Ensuite, dans la production d'énergie, on peut citer qu'on peut utiliser une nanoparticule pour produire des panneaux solaires plus efficaces. Et en général, on attend aussi une amélioration des propriétés des matériaux, puisqu'on pourrait avoir une diminution de produits nocifs. Mais d'autre part, il faut donc se poser la question: qu'est-ce qui va se passer avec ces nanoparticules qui sont appliquées dans différentes applications dans l'environnement? Comment est-ce qu'elles vont passer dans l'environnement? Et ici, je parlerai seulement de l'environnement aquatique. Il y a aussi la question de l'air et des nanoparticules dans l'air, mais là, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas en parler. Donc, en ce qui concerne l'environnement aquatique, il faut se demander comment est-ce que les nanoparticules parviennent dans l'environnement, quelles sont les voies qui conduisent à ce que les nanoparticules se retrouvent dans l'environnement aquatique. Ensuite, comment est-ce qu'elles se comportent? Est-ce qu'elles vont rester dans la colonne d'eau? Est-ce qu'elles vont se déposer dans les sédiments? Et ensuite, quelles peuvent être les interactions entre nanoparticules et organismes aquatiques? Donc, le transfert des nanoparticules dans les milieux aquatiques peut se faire d'une part lors de la production des nanoparticules. Il est clair que selon les méthodes de production, il peut y avoir des rejets dans l'environnement. Ensuite, on a toute cette utilisation dans les produits de consommation. Et par exemple, avec les textiles, on sait déjà que lorsque ces textiles traités par exemple avec ces nanoparticules d'argent sont lavés, une partie des nanoparticules va se retrouver dans l'eau et donc va finalement parvenir dans l'environnement. Ensuite, il peut y avoir un transfert direct, par exemple avec les enduits de façade. Je vais montrer un exemple. Donc là, quand ces façades sont exposées aux pluies, il peut y avoir un transfert de nanoparticules directement dans l'environnement. Et le traitement des déchets peut aussi contribuer à ce que les nanoparticules passent finalement dans l'environnement. Donc un exemple ici pour un enduit de façade qui contient des nanoparticules d'argent.
Et là, on a fait des expériences. Ça se passe dans un institut voisin du nôtre avec lequel nous avons des collaborations, oui, n'aime pas, un institut d'études des matériaux. Donc ici, on a un modèle où sur cette façade, on a différents enduits qui sont exposés à la pluie, aux intempéries. Et ensuite, on a examiné quelles sont les particules qu'on retrouve dans l'eau qui s'écoule de cette façade. Et là, on a trouvé par microscopie électronique des petites particules. Et on peut démontrer que ces particules sont en partie des particules qui contiennent de l'argent. Donc, c'est ces nanoparticules d'argent qui étaient ici dans ces enduits sur les façades. Donc ensuite, si ces nanoparticules passent finalement dans les milieux aquatiques, quel va être leur comportement? Et là, il est très important de considérer quel va être leur comportement vis-à-vis de l'agglomération. Parce que par agglomération, on va former donc des particules qui seront plus grosses, qui auront une taille plus grande et qui vont plus facilement se déposer dans les sédiments que les très petites particules. Donc l'agglomération est liée à la question de la mobilité des particules dans le milieu aquatique. Et on peut aussi avoir des réactions d'absorption de métaux et de polluants organiques sur ces particules. Les interactions avec la matière organique naturelle doivent aussi être considérées. Et il peut y avoir aussi dissolution. Et en particulier pour ces nanoparticules d'argent, c'est très important de considérer la dissolution parce qu'à ce moment-là, on a des ions d'argent qui passent en solution et qui peuvent aussi interagir avec les organismes. Donc d'abord sur la question de l'agglomération, il faut donc se souvenir de quels peuvent être les paramètres physico-chimiques qui influencent les processus d'agglomération. Il faut donc considérer la charge de la surface de ces nanoparticules. Et là, on a l'influence des molécules qui sont absorbées sur les surfaces, du pH et de la force ionique, dont la concentration totale en ions qui se trouve dans la solution. Et tous ces facteurs vont influencer la taille et la morphologie des particules. Donc pour la charge électrique de ces nanoparticules, on a différentes possibilités selon leur composition chimique. Si on a des oxydes comme un oxyde de titane, la charge dépend des réactions, directement des réactions des groupes qui sont sur les surfaces, donc qui peuvent être chargés soit positivement, soit négativement en fonction du pH. Si on a un pH acide, on aura des nanoparticules qui sont chargées positivement. À pH plus basique, on a des particules qui sont chargées négativement. Pour les nanoparticules métalliques comme l'argent ou l'or, la charge sur la surface va dépendre du revêtement, donc des molécules ou ions qui se trouvent immédiatement sur la surface de ces particules et qui proviennent en général de la synthèse de ces nanoparticules. Donc on les produit avec un certain revêtement pour les stabiliser. Et là, elles peuvent aussi être chargées soit positivement, soit négativement, en fonction donc des propriétés de ce revêtement et du pH. Là, pour cette charge de surface, quand elle se trouve ensuite dans une solution avec une concentration d'ions qui peut être moins concentrée ou plus concentrée, il se forme donc une double couche électrique autour de la particule chargée. Et cette double couche électrique est plus large si on a une solution qui est peu concentrée. Si on a une solution qui est plus concentrée, cette double couche est plus étroite. Et donc la largeur de cette double couche influe sur les interactions entre les particules et sur les phénomènes d'agglomération. Donc ici, si on a ces particules qui sont chargées soit négativement, soit positivement, elles se repoussent plutôt et donc elles vont plutôt être stabilisées dans la colonne d'eau, rester plus longtemps tout au moins dans l'eau.
Si elles ne sont pas chargées, elles vont plutôt s'attirer et s'agglomérer facilement. Et donc, on s'attend à ce qu'elles se déposent rapidement dans les sédiments. Donc, selon les propriétés et selon les propriétés dans l'eau, on s'attend à ce que ces particules soit restent plus longtemps dans la colonne d'eau et interagissent plus avec les organismes, ou bien à ce qu'elles se déposent dans les sédiments. Et si elles se déposent dans les sédiments, il faut aussi se poser la question de ce qu'est l'influence sur les organismes qui vivent dans les sédiments et qui ingèrent des sédiments. Donc, si on a par exemple une eau qui est relativement calcaire, avec beaucoup de calcium, on s'attendra à ce qu'il y ait plutôt agglomération de ces particules et donc formation de plus grandes particules. Là, je peux montrer un exemple que nous avons examiné dans notre laboratoire avec les nanoparticules d'argent. Ce sont des nanoparticules d'argent où on a une taille de particules au début d'environ 30 à 50 nanomètres. Là, on a pris une concentration de nanoparticules d'argent de 1 micromolaire et on les a exposées à une eau naturelle d'une rivière qui contient du calcium et du magnésium, donc des ions divalents, à une concentration d'environ 3,2 millimolaires et à un pH de 7,8. Donc ici, ces nanoparticules, on sait que sous ces conditions-là, elles sont tout d'abord chargées négativement et que donc, à part l'exposition dans cette eau naturelle, on voit que la taille des particules augmente, donc qu'elles s'agglomèrent sur un temps d'abord sur 24 heures et ensuite sur 7 jours, on voit qu'elles ont déjà formé des particules qui sont de l'ordre de 500 nanomètres. 500 nanomètres, pas nanomolaires. Et donc, elles s'agglomèrent dans ces conditions-là à une vitesse qui n'est quand même pas très très rapide. Donc, on a quand même on peut s'attendre à un temps de résidence de ces nanoparticules qui peut être relativement important. Un autre exemple ici sur ces nanotubes de carbone. Si c'est une image par microscopie électronique de nanotubes de carbone, on voit qu'ils sont très longs par rapport à la largeur. La largeur n'est que de quelques nanomètres. On a ici une échelle de 100 nanomètres. Par contre, la longueur peut être de l'ordre du micromètre pour ces nanotubes de carbone. Et là, on a des surfaces qui sont plus hydrophobes. Et en général, on a relativement peu de stabilité dans une solution aqueuse. Mais nous avons vu que, par exemple, en présence d'acide humique, ils peuvent être stabilisés et rester plus en suspension dans une solution. Ensuite, donc, si on a ces nanoparticules dans un milieu aquatique, quelles peuvent être ensuite les interactions avec les organismes aquatiques? Dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent être pris en charge par les organismes? Est-ce qu'ils peuvent entrer dans les organismes? Comment est-ce qu'ils vont se distribuer après dans un organisme? Quels peuvent être les effets et quels peuvent être les mécanismes de toxicité? Donc d'abord un exemple de prise en charge de nanoparticules dans des cellules de poissons. Ce sont des nanoparticules un peu spéciales qui sont utilisées en métallurgie. C'est du carbure de tungstène. Un exemple qui vient du laboratoire d'une de mes collègues. Les cellules sont une culture de cellules de poisson, des cellules provenant d'ouïes de truites. Et là, ces cellules ont donc été exposées à ces nanoparticules sous forme soit dispersée, soit agglomérée. Et ici, par microscopie électronique, on voit que dans les deux cas, aussi bien avec les nanoparticules plus dispersées même avec les nanoparticules agglomérées, on voit qu'on retrouve des particules dans les cellules. Donc, elles peuvent passer dans ces cellules, tout au moins dans ces cellules de poissons qu'on a ici. Un autre exemple qui vient là de la littérature, je me base sur cette publication ici. On voit que des nanotubes de carbone
peuvent être ingérés par des puces d'eau et on voit qu'il y a une agglomération après à l'intérieur de ces nanoparticules, une agglomération des nanotubes dans les puces d'eau qui peut conduire à des effets plus ou moins toxiques. Donc, il y a un certain nombre d'études écotoxicologiques sur les nanoparticules. Si on regarde ce qui s'est déjà fait dans la littérature dans ces dernières années, c'est en somme assez récent. C'est la littérature, je dirais, sur les dernières 4 à 5 années où toutes ces études ont été développées. On a déjà vu un potentiel toxique pour un certain nombre de nanoparticules. Les organismes qui ont été examinés comprennent des algues, des bactéries, mais aussi des poissons et des invertébrés. Mais on constate souvent que les études ont été effectuées avec des concentrations de nanoparticules relativement élevées et dans beaucoup de cas, la caractérisation des nanoparticules n'a pas été faite très en détail. Et en particulier, il est intéressant de voir si on a vraiment des effets spécifiques des nanoparticules qui vraiment entrent en tant que nanoparticules dans les organismes ou dans les cellules, ou bien si on a des effets des ions dissous, en particulier pour ces nanoparticules d'argent, où il est bien connu que les ions d'argent sont toxiques et sont utilisés effectivement comme tels. Donc, ce que nous avons fait dans notre laboratoire, nous avons examiné en particulier les effets des nanoparticules d'argent sur des algues. Ce sont ici ces algues unicellulaires d'eau douce, Chlamydomonas reinhardii, que nous utilisons. La taille des cellules est aux environs de quelques micromètres, jusqu'à 10 micromètres. Et ici, c'est une image de ces nanoparticules d'argent que nous utilisons, qui sont de l'ordre donc de 20 à 30 nanomètres de diamètre. Et pour les algues, c'est intéressant de voir quels sont les effets au niveau donc de la production primaire par photosynthèse. Et les algues sont directement exposées au milieu aquatique, donc il est particulièrement important de voir comment elles réagissent. Donc ici se pose donc la question, est-ce que ces nanoparticules métalliques sont toxiques en tant que telles ou est-ce que ce sont les ions qui sont toxiques? Et donc il faut considérer la dissolution de ces nanoparticules. Si on part ici du métal élémentaire, dans quelle mesure est-ce qu'on produit des ions en solution sous différentes conditions, en particulier pour l'argent. Et il est clair que les ions en solution sont plus biodisponibles que le métal qui est lié dans les nanoparticules sous forme élémentaire. Donc ici, nous avons utilisé soit ces nanoparticules, ces suspensions de nanoparticules, soit de l'argent sous forme dissoute dans des solutions d'argent à une certaine concentration. Et il faut savoir aussi que dans ces suspensions de nanoparticules d'argent que nous avons utilisées, on trouve toujours environ 1% d'argent dissous qui provient encore de la synthèse de ces nanoparticules. Donc on a toujours un petit peu d'argent sous forme dissoute dans ces nanoparticules. Et on expose donc les algues pendant 1 à 2 heures, soit à cette suspension de nanoparticules, soit à cette solution d'ion d'argent. Et ensuite, on mesure l'activité de la photosynthèse en fonction de la concentration. Et ici, nous avons reporté donc l'activité de la photosynthèse en fonction de l'argent dissous dans les deux cas. Dans le cas des ions d'argent, de la solution d'argent, là c'est clair que tout est sous forme dissoute et on voit un effet très net sur la photosynthèse avec des concentrations qui sont de l'ordre d'environ 100 nanomolaires pour environ 50% d'inhibition de la photosynthèse.
Pour les nanoparticules, là, on a aussi admis qu'on avait environ ces 1% d'ions dissous qu'on avait mesurés séparément dans la suspension. Et on a reporté les résultats en fonction de cette concentration d'ions dissous. Et on trouve très nettement un effet sur la photosynthèse, que la photosynthèse diminue. Et on trouve que la photosynthèse diminue à des concentrations qui paraissent être plus faibles que celles avec la solution d'ions d'argent. Donc ici, une explication, c'est que la dissolution des nanoparticules augmente en présence des algues, au contact des algues. Donc ça, c'est une des hypothèses pour expliquer cet effet, qu'on forme plus d'ions dissous que nous n'avons calculé ici et reporté pour ces effets. Mais en général, ces expériences montrent que la toxicité dépend principalement de la présence d'ions sous forme dissoute, d'ions d'argent sous forme dissoute. Pour démontrer encore mieux les effets de l'argent sous forme dissoute, on a utilisé un ligand qui est assez spécifique pour l'argent et qui lie fortement les ions d'argent parce qu'il a ici un groupe soufré sur lequel l'argent va se fixer. Donc ici, on a l'effet de ces nanoparticules d'argent à une concentration totale de 10 micromolaires. Dans ce cas-là, si on a simplement cette concentration en absence de cystéine, on voit que la photosynthèse n'est plus que d'environ 35% de ce qu'elle était à l'origine. Et si on ajoute par contre la cystéine et donc on lie les ions d'argent dissous, on rétablit la photosynthèse jusqu'à plus de 90% du contrôle. Donc c'est une expérience qui montre que vraisemblablement les effets sont principalement dus aux ions sous forme dissoute. Malgré tout, on a aussi examiné si on pouvait trouver des nanoparticules d'argent dans ces cellules d'algues. Et ici, par microscopie électronique, on a ici l'échelle de 50 nanomètres. Donc ici, on a la microscopie électronique d'une cellule d'algue avec ses membranes intracellulaires. Et on trouve ici des particules et on peut démontrer que, tout au moins dans le cas ici de cette particule, c'est une particule qui contient de l'argent. Donc on retrouve des nanoparticules d'argent sous certaines conditions dans ces cellules d'algues, mais on n'est pas encore tout à fait sûr des mécanismes par lesquels elles peuvent vraiment entrer dans les cellules. Et si ces particules n'entrent dans les cellules que sous certaines conditions, par exemple si les membranes sont déjà endommagées par des concentrations d'ions d'argent trop élevées. Donc là, il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de choses à poursuivre encore qui ne sont pas encore claires. Donc la suite de ces recherches, là on va s'intéresser plus pour les interactions avec les organismes aquatiques, aux interactions des nanoparticules avec les protéines dans les cellules. Un projet, c'est d'examiner d'une part des cellules de poissons, d'autre part des cellules d'algues, pour voir comment ces nanoparticules qui entrent dans les cellules interagissent avec les protéines et quels peuvent être des effets spécifiques sur les protéines intracellulaires. Une autre sorte de question qui se pose, ce sont les effets des nanoparticules sur les écosystèmes. Et là, il serait intéressant d'utiliser des chaînes alimentaires simplifiées. Donc, par exemple, de la production primaire par les algues et des organismes qui se nourrissent de ces algues. Ou bien une autre chaîne alimentaire simplifiée qui peut être intéressante, c'est la décomposition des feuilles dans les milieux de cours d'eau.
Donc ça, ce sont des chaînes alimentaires qui vont être prochainement étudiées plus en détail. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces nanoparticules dans l'environnement? On peut dire tout d'abord que ces nanoparticules peuvent parvenir dans l'environnement, et en particulier dans les milieux aquatiques, que c'est vraisemblable qu'on les retrouve. Et il est plus difficile de les retrouver vraiment par méthode analytique, mais on peut s'attendre à ce qu'elles se trouvent dans le milieu naturel. On voit qu'elles s'agglomèrent en fonction, d'une part, des conditions environnementales, d'autre part, de leurs propriétés spécifiques de surface. Et donc, une autre voie, c'est qu'elles soient déposées après dans les sédiments. On a trouvé que les nanoparticules peuvent entrer dans les organismes dans certains cas. On a vu des exemples. On connaît des exemples où les nanoparticules sont toxiques pour différents organismes. Pour les nanoparticules d'argent, on voit en particulier les effets de l'argent sous forme dissoute. Donc, il est très important ici d'examiner les conditions sous lesquelles ces nanoparticules se dissolvent. Et on peut aussi trouver que les organismes influencent aussi le comportement des nanoparticules. Donc, en général, on peut se dire que la distribution de nanoparticules dans l'environnement est à éviter et qu'il faut utiliser ces nanoparticules avec certaines précautions pour qu'elles ne se retrouvent pas dans l'environnement aquatique. Voilà, donc je voudrais remercier en particulier mes collègues Renata Berra, Christine Schirmer et Ralph Keggy, avec qui je collabore pour ces études sur les nanoparticules et qui ont aussi collaboré à développer cet exposé. Et nous avons un certain nombre de collaborateurs, doctorants et postdoctorants, qui travaillent sur ces sujets. Et les recherches sont financées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Je vous remercie. Je suis prête à répondre à des questions, s'il y a des questions.